Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant. Le podcast dédié à la recherche autour de la Seconde Guerre mondiale. Je suis Charlotte Barnabé. Je suis Guillaume Hilardot. Alors que l'historiographie de la période est déjà bien remplie et que les livres la concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche ? C'est ce à quoi nous essayons de répondre en échangeant avec chercheuses et chercheurs autour de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, dans Plume de Doctorant, nous recevons Marie-Anne Guèze. Marie-Anne Guèze, bonjour. Bonjour, donc vous êtes enseignante agrégée d'histoire-géographie, docteur en histoire depuis 2021 pour une thèse intitulée « Les Juifs de Tunisie au combat dans les deux guerres mondiales », réalisée sous la direction de Pierre Vermeuren à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Avant de commencer, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la genèse de ce sujet ? Bien sûr, donc bonjour et merci de m'avoir invité pour ce podcast. Alors la genèse de ce sujet, en fait, j'avais d'abord commencé un mémoire de maîtrise, ça remonte cette terminologie, en histoire médiévale, plutôt dans les années 90, et je m'étais déjà intéressée à la situation des Juifs, cette fois-ci à la période des croisades sur l'île de Chypre, et je m'étais vraiment intéressée à l'histoire de cette minorité dans une société multiculturelle. Je m'étais interrogée sur les interactions déjà entre cette minorité et les autres groupes, la nécessaire adaptation de la minorité juive, sa résilience face aux discriminations, et tout ça me passionnait. Je me suis remise à la recherche après quelques années d'enseignement, et cette fois-ci, je me suis tournée vers la période coloniale. Je suis restée dans le bassin méditerranéen pour des raisons familiales. J'ai été attachée à la Tunisie et j'ai creusé le sujet des Juifs de Tunisie à majorité tunisienne dans le protectorat français instauré en 1881. Et donc, j'ai essayé de comprendre leur situation qui n'était pas comparable à la situation des Juifs d'Algérie, qui, eux, avaient bénéficié, si on peut dire, du décret Crémieux, instauré en 1870, qui leur donnait la nationalité française. En Tunisie, les Juifs restent sujets du bey et non mobilisables, puisque tunisien, c'est un statut hérité du statut de dhimmi en terre d'islam. Et donc, c'est un signe d'infériorité. Ils étaient en situation d'infériorité en Tunisie. Or, et j'en arrive à mon sujet, je me suis rendue au cimetière juif du Borgel à Tunis dans les années 2015, où j'ai vu un monument aux morts des Juifs de Tunisie, morts pour la France dans les deux guerres mondiales. Et c'est là que la question s'est posée de savoir s'ils n'étaient pas mobilisables, pourquoi ont-ils combattu pour la France ? Et donc j'ai commencé mon Master 2 d'abord sur la Première Guerre mondiale, les engagés volontaires juifs de Tunisie dans la Première Guerre mondiale. Et comme il s'avérait qu'ensuite, en tant qu'ancien combattant, ils s'engageaient à nouveau en 1939, j'ai continué sur mon sujet de thèse, toujours pour comprendre pourquoi combattre pour la puissance coloniale quand on n'est pas français et qu'on est en situation d'infériorité en terre d'islam. Voilà où j'en suis arrivée pour commencer ma thèse sur les deux générations de combattants dans les deux guerres mondiales. Donc vous avez exploité des archives très très diverses. Donc vous évoquez les archives militaires, privées, administratives, diplomatiques. Alors est-ce que vous pourriez nous expliciter un peu ce corpus ? Comment vous avez mobilisé ces sources ? Quels sont les apports spécifiques de chacune d'entre elles ? Ce que ça représente quantitativement aussi ? Oui, alors je précise déjà, donc comme j'ai beaucoup travaillé sur des archives militaires, que j'ai pu bénéficier d'une bourse ou d'une allocation plutôt de 2 années de suite pour exploiter entre autres les archives militaires et travailler sur ce sujet. C'était une allocation proposée par le ministère des Armées pour les thèses en histoire militaire. Et j'ai donc effectivement dû exploiter beaucoup de sources et beaucoup de lieux d'archives pour construire 1200 notices biographiques sur les deux générations. Pour trouver les archives et surtout pour trouver les Juifs de Tunisie dans ces archives, je me suis appuyée sur leurs noms, puisqu'il y a des études sur les patronymes des Juifs de Tunisie, et puisque j'avais déjà la liste des morts pour la France dans le cimetière du Borgel. Alors j'ai commencé par retrouver leur parcours militaire dans les différents services historiques de la défense, évidemment avant tout à Vincennes où j'ai passé beaucoup de temps. Il faut savoir que de plus en plus d'archives de Vincennes sont numérisées sur le site Mémoire des Hommes, c'est très utile pour commencer une recherche. Ensuite, je me suis rendue à Caen, au service historique de la défense de Caen, archives des victimes des conflits contemporains. Puis je me suis rendue aussi à Pau, un service historique de la défense moins connu,
qui pourtant a les archives des appelés et engagés des anciennes colonies et des étrangers ayant servi dans l'armée française. Donc on trouve des choses intéressantes. Et donc là, j'avais déjà les profils en fait militaires, les différents lieux de bataille, les blessures, les médailles, etc. Et puis ensuite, j'ai voulu comprendre la logique de recrutement du pouvoir colonial. Et donc là, il m'a fallu aller dans les archives diplomatiques, puisque cette logique de recrutement dépendait de la situation intérieure en Tunisie et de la situation internationale. Et en fait, il faut savoir que recruter les Juifs en Tunisie, comme d'ailleurs recruter les musulmans en Tunisie, ça dépend des équilibres que le colonisateur pense comprendre entre Juifs, musulmans, Français, situation Moyen-Orient, situation internationale, et repose aussi beaucoup sur les préjugés du colonisateur, sur les Juifs, et des préjugés sur les relations entre les Juifs et les musulmans. Donc, pour comprendre tout ça, il fallait lire les lettres que les résidents généraux envoyaient à la France, les lettres des différents diplomates, les rapports, les enquêtes, tout ça, on trouve ça aux archives diplomatiques à La Courneuve et à Nantes pour la Tunisie. Voilà, donc une fois qu'on a le point de vue du colonisateur, il faut trouver le point de vue du colonisé. Et il y a un centre d'archives très intéressant pour les Juifs de tous les espaces méditerranéens et qui renseigne sur les sociétés du monde colonial. Ce sont les archives de l'Alliance israélite universelle qui se situe à Paris. Et l'Alliance israélite universelle, c'est un réseau d'écoles qui visait à instruire les populations juives du bassin méditerranéen. Et tous les directeurs des écoles écrivent régulièrement à Paris pour faire un point sur l'ambiance, sur les recettes, les dépenses, le nombre d'élèves, mais aussi sur ce qui se passe dans la société. Et il y a beaucoup d'enquêtes aussi qui sont faites sur les sociétés coloniales. Donc c'est vraiment, même si on ne s'intéresse pas aux Juifs, c'est une source très intéressante. Et on a donc le point de vue des Juifs. Ensuite, il y a la presse, évidemment, qui renseigne sur les rapports entre les différents groupes dans les sociétés coloniales, la presse coloniale, mais aussi la presse tenue par les Juifs en Tunisie. Et cette presse a été très utilisée. Elle se trouve essentiellement à Tunis, à la Bibliothèque nationale de Tunis. Il y a les archives nationales, donc on ajoute en fait plusieurs centres d'archives. Les archives nationales où j'ai trouvé les dossiers de naturalisation, puisque engagés volontaires, ils ont pu demander la nationalité française. Et donc, quantitativement, les archives que j'ai plus consultées sont les archives militaires, donc notamment à Vincennes, les archives diplomatiques, notamment à Nantes, et les archives de l'Alliance israélite universelle. En Tunisie, c'est la presse, les archives militaires aussi un peu. À Londres, j'ai pu consulter les archives sur la Deuxième Guerre mondiale, les archives nationales à Kew, parce que j'avais envie d'avoir le point de vue aussi des autres, c'est-à-dire ici des Anglais sur la situation. Ils décrivaient la situation quand ils sont arrivés en Tunisie pendant la campagne de Tunisie, et notamment la situation des Juifs. Et puis à Jérusalem, j'ai pu trouver quelques archives privées et mener quelques interviews de descendants de combattants juifs, en France aussi d'ailleurs. Donc les archives privées, ça a été le plus difficile à trouver, mais j'en ai trouvé quelques-unes dans les différents centres d'archives que j'ai déjà cités d'ailleurs. Donc vous faites l'histoire d'une minorité en situation coloniale. Dans quel champ historiographique s'inscrit donc votre thèse ? Alors, la particularité, c'est ce qui a demandé un gros travail de lecture d'ouvrages, c'est que je croise plusieurs champs historiographiques. D'abord, le champ historiographique de l'histoire des Juifs, qui d'abord a été très centré sur l'histoire des Juifs d'Europe, et qui depuis les années 80-90 s'est ouvert sur les Juifs en terre d'islam, notamment avec les travaux de Bernard Lewis, Colette Zitnicki, Lucette Valency, et j'en passe, et Benjamin Stora, etc. Donc on a toute une histoire des Juifs en terre d'islam qui est relativement récente et qui est très intéressante. Ensuite, il y a évidemment l'histoire des guerres mondiales, donc l'historiographie autour des 2 guerres mondiales. En fait, en essayant de s'approcher au plus près des soldats, une histoire au ras du sol, à hauteur de combattants, comme le suggérait John Keegan. Et là, on a toute l'historiographie autour de la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'on a contrainte ou consentement au combat? Et donc, c'est les travaux d'Annette Becker, Stéphane Audouin-Rousseau, Frédéric Rousseau, Rémi Casal, etc. etc. Il y a l'historiographie autour des forces françaises libres et toute la sociologie autour des Françaises libres qui a été réalisée notamment par Crémieux-Briac et Murassiol. Donc on a ces 2 champs historiographiques et puis en ouvrant avec les entrées et les sorties de guerre, on est donc dans
J'ai travaillé beaucoup aussi sur l'entre-deux-guerres, donc sur les anciens combattants qui encouragent la génération suivante à s'engager. Et puis évidemment, c'est le champ historiographique du fait colonial avec les subaltern studies, puisque je suis sur une minorité en situation coloniale. Et donc je recherche l'agentivité, l'agency, la capacité d'action des Juifs de Tunisie pour améliorer leur situation et sortir de la place qu'on leur a attribuée, aussi bien le colonisateur que la puissance musulmane. Et puis c'est aussi une micro-histoire, un peu dans la lignée des travaux de Carlo Ginzburg, sur étudier un petit groupe et essayer de raccrocher ça, de changer d'échelle et de raccrocher à la grande histoire. Donc, du coup, ces combattants, si j'ai bien compris, vous en avez réuni 1200 que vous avez traités à partir de la méthode prosopographique. Alors, donc c'est un corpus assez énorme. Est-ce qu'ils ont quand même des points communs ou est-ce qu'il y a quelque chose qui les unit ? Alors, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai découvert surtout beaucoup de diversité sociologique, sur les motivations. Alors, c'est sur les motivations qu'on va trouver des points communs, mais d'abord une grande diversité dans leur rapport à la religion juive, aussi une très très grande diversité. Voilà. Ensuite, les points communs, puisque c'est la question, c'est surtout leur francophilie. C'est relativement logique. C'est-à-dire, il y a un amour, peut-être qu'on pourrait considérer démesuré pour la France, qui s'explique par le fait qu'ils sont scolarisés depuis 2 générations, en fait, puisque le protectorat s'est instauré en 1881 en Tunisie. Donc ça fait 2 générations, quand on est en 1914, de Juifs de Tunisie qui sont à l'école publique française ou sont à l'Alliance israélite française que j'ai déjà présentée, qui a été fondée par des Français de l'Alliance israélite. Donc le programme est français, l'amour de la République est enseigné. Et donc les principes républicains ont un écho spécifique chez les Juifs, puisqu'ils voient l'image d'une France, de la Révolution française, qui a émancipé les Juifs, qui est porteuse d'égalité, de laïcité. Et donc ça accroche bien dans la communauté juive de Tunisie. Et en fait, c'est ça le point commun, c'est de devenir français pour sortir de ce statut d'infériorité en Tunisie et viser un peu plus d'égalité, puisque en fait, quand ils s'engagent volontairement, en août 14, vous avez une loi qui permet aux engagés volontaires de demander la nationalité française. Et donc voilà, ça c'est le point commun entre les Juifs de Tunisie qui s'engagent dans l'armée française, et on le retrouve en 1939. Par contre, on ne retrouve pas cet amour de la France, ou au contraire un amour déçu de la France, dans l'engagement volontaire dans les forces françaises libres, puisque ça y est, la France a trahi les Juifs avec le statut des Juifs et avec sa collaboration avec l'ennemi nazi qui a occupé la Tunisie pendant 6 mois. Donc une francophilie malgré l'antisémitisme de la France, et notamment en situation coloniale, l'antisémitisme. J'ai été très surprise de trouver un antisémitisme très puissant en situation coloniale. D'accord. Donc du coup, partant de ce constat-là, est-ce que vous pourriez expliciter, que c'est un peu le cœur de votre thèse, les motivations qui les poussent à s'engager pour la puissance coloniale, puisque de ce fait-là, ils ne sont pas mobilisables. Qu'est-ce qui les y motive? Et est-ce que vous êtes aussi tombé sur des profils, au contraire, qui s'y sont strictement refusés? Alors, il s'agit d'engagement volontaire motivé. Il n'y a aucune contrainte en l'occurrence, puisque, en tout cas pour ceux qui sont tunisiens, il y a quelques milliers de Juifs de Tunisie qui sont français. Donc eux, ils sont mobilisés. Mais pour les Juifs tunisiens, c'est un engagement très volontaire, puisque la puissance coloniale n'encourage pas ces engagements. A priori, la France a besoin d'hommes, notamment en 14-18, mais aussi en 39-40, et en 43 aussi. A priori, ils ont besoin d'hommes. Mais ils ne vont pas favoriser l'engagement volontaire des Juifs parce qu'ils savent que derrière, il y a la naturalisation. Et la puissance coloniale en Tunisie ne veut pas renouveler le décret Crémieux qu'ils ont mis en place en Algérie parce qu'il y a eu des flambées d'antisémitisme. Et donc l'idée, c'est de ne pas mécontenter les Français de Tunisie comme les Français d'Algérie, qui ne veulent pas voir les Juifs arriver à égalité des Français. Donc il fallait vraiment être volontaire pour dépasser les obstacles, pour s'engager malgré la puissance coloniale. Et en 1939, pour vous donner un exemple, il fallait que les Juifs de Tunisie qui voulaient s'engager volontairement traversent la Méditerranée pour contracter un engagement à Narbonne ou à Montpellier. Donc c'était vraiment déjà une dépense, hein. Et puis sans être sûr d'ailleurs d'être pris, parce que la visite médicale se faisait à Narbonne. Donc vraiment c'est un engagement majeur. Et en 1943, l'engagement est aussi très
très motivés, puisque malgré tous les risques, ils y vont, et malgré les déceptions, ils y vont. Est-ce que j'ai trouvé des gens qui ne veulent pas s'engager? C'est le plus difficile, parce que trouver les traces de l'engagement, à la rigueur, j'en ai trouvé dans les archives. Trouver les traces du non-engagement, ça laisse pas beaucoup de traces. Alors heureusement, Albert Memmi, qui est un grand philosophe et écrivain juif tunisien, et qui avait 19 ans au moment du début de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, il a écrit un journal de guerre qui a été récemment publié. Et c'est très intéressant parce qu'Albert Memmi dit qu'il ne veut pas s'engager. Il dit autour de lui, tout le monde en parle, dans ses camarades juifs tunisiens, est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on ne s'engage pas, en 1939. Et lui, il dit, moi, je ne m'engagerai pas. Et il le justifie par son pacifisme, d'abord. Il le justifie parce que la France n'est pas sa patrie, c'est pas son pays. Il le justifie aussi, et pourtant il est francophile, mais il le justifie aussi parce qu'il regarde la France qui ferme ses frontières aux Juifs qui fuient d'Allemagne en 38-39. Et il le justifie enfin parce que la France est alliée à l'Angleterre et que l'Angleterre ferme ses frontières aux Juifs qui veulent s'installer en Palestine, avec le livre blanc. Et donc il a 19 ans. On voit qu'il suit la politique internationale et son non-engagement est finalement un engagement politique aussi. Et enfin, dernier exemple, j'ai l'exemple d'un jeune en 14-18, un jeune Simon Krief, qui s'est engagé volontairement en 1914, qui a fait la campagne d'Orient en 1915-1917 et qui en 1917 déserte. Et là, on a une trace parce qu'il a un procès. Il déserte parce qu'il dit qu'il n'est toujours pas naturalisé et qu'il ne comprend pas pourquoi, malgré son engagement, il n'est toujours pas français, etc. Il a les pieds gelés, enfin, il n'en peut plus, donc il déserte. Il a un procès, il est fusillé à 21 ans. Et donc là, on voit que le consentement, l'engagement de départ peut se transformer ensuite en refus et en contrainte et finalement en désertion. Et vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce que vous pourriez revenir sur les éventuelles évolutions de ce statut des Juifs en Tunisie dans l'entre-deux-guerres, avec peut-être le poids des conséquences de la Première Guerre mondiale, des discours des anciens combattants notamment? Alors la situation des Juifs de Tunisie, elle a évolué, elle s'est quand même améliorée, puisque au lendemain de la Première Guerre mondiale, donc effectivement les anciens combattants sont extrêmement, anciens combattants volontaires juifs de Tunisie sont très présents sur la scène politique, très présents dans la presse, et ils participent à toutes les commémorations du 11 novembre. Donc ils sont intégrés en fait à l'union sacrée. Et donc l'amélioration que l'on voit, c'est parce qu'il y a une loi de naturalisation, enfin une loi qui permet la naturalisation en 1923 qui est un peu plus ouverte. Et donc il est un peu plus facile de demander la nationalité française quand on est tunisien ou italien ou espagnol en Tunisie. Bon. Alors, on pourrait penser que c'est grâce à l'engagement volontaire en 14-18 des Juifs de Tunisie. En fait, on se rend compte que c'est surtout une fois de plus un calcul politique, parce que la France veut renforcer son poids en Tunisie en termes de nombre de Français. Parce qu'en Tunisie, il y a une concurrence avec les Italiens qui sont aussi très présents, très nombreux, ils sont même plus nombreux que les Français. Et finalement, on se rend compte que ce calcul politique est plus en faveur des Européens, pour qu'il y ait plus d'Européens qui deviennent Français et qu'il y ait plus de Français pour faire face aux Italiens, surtout qu'en 1922, Mussolini arrive au pouvoir en Italie et commence à avoir des revendications sur la Tunisie. Ça n'est pas vraiment pour remercier les Juifs de Tunisie d'avoir combattu pour la France. Donc voilà, d'ailleurs il va y avoir seulement 6000 naturalisations françaises de Juifs tunisiens entre 1923 et 1939, ce qui représente assez peu pour les 80 000 Juifs tunisiens. Et ils ont eu beaucoup de mal parce qu'il fallait encore des diplômes très élevés, il fallait vraiment des choses très très exigeantes pour devenir français. Donc il y a une légère amélioration, un sentiment d'intégration dans la communauté, un peu plus d'égalité peut-être, mais en fait ça n'a pas désarmé l'antisémitisme qui est très très présent en 1939, en 1940, notamment en Tunisie. Est-ce que vous avez le sentiment que cette loi de naturalisation, elle a pu pousser certains à s'engager pendant la Seconde Guerre mondiale ? En fait, en 1939, en fait, c'est à chaque fois des lois spécifiques. Donc, il y a la loi de 1923, mais c'est vrai que l'engagement volontaire apporte en fait une pièce supplémentaire pour faciliter la naturalisation. Et en 1939, l'engagement volontaire peut permettre aussi de déposer une loi de naturalisation. On reprend ce qui s'est passé en 14-18 avec une loi d'août 1914. Donc, ça aurait pu permettre, a priori, une naturalisation accélérée pour fait de guerre. On connaît la suite de l'histoire, parce que dès juillet 40, dès l'arrivée au pouvoir de Pétain, tous les dossiers de naturalisation déposés par des Juifs
sont mis de côté. Mais c'est vrai que cette évolution peut encourager en 1939 à s'engager pour une France qui est censée protéger les Juifs contre le nazisme. La déception est immense en 1940, évidemment. Et du coup, est-ce que cet antisémitisme du régime de Vichy encourage les engagements parmi les rangs des FFL? Et est-ce que vous auriez une estimation quantitative du nombre de Juifs tunisiens qui s'y sont engagés? Alors, l'engagement dans les FFL, j'ai 640 engagements volontaires dans la deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire après 40, après juillet 40. C'est-à-dire dans la résistance, en fait. Dans ces 641 engagements, il y a une résistance des communistes juifs tunisiens, aux Français de Tunisie. Il y a un engagement dans des réseaux de renseignement. Il y a quelques réseaux de renseignement où il y a des juifs, c'est pas spécifiquement juif, mais où il y a des juifs, notamment le réseau Mounier. Et puis, il y a l'engagement spécifiquement dans les forces françaises libres, qui commence dès 40. Certains juifs partent par le Maroc vers l'Angleterre, donc dès 40, l'automne 40. Et puis, vraiment, le record d'engagement, c'est en 1943, pendant la campagne de Tunisie, pendant la libération de la Tunisie. Et au final, donc spécifiquement dans les forces françaises libres, j'ai 507 dossiers, qui sont à minima, parce que par les témoignages, je sais qu'il y a d'autres gens, mais je n'ai pas leur dossier, donc je ne peux pas sourcer, donc je ne les ai pas mis dans mon corpus, mais 507, c'est un engagement record, au vu de la population juive de Tunisie. Ça correspond à un engagé pour 46 adultes masculins. C'est au-delà de tous les calculs qui ont été faits sur d'autres groupes, et Jean-François Murassiol avait déjà pressenti cet engagement record pour les Juifs de Tunisie. On verra. Il y a des spécificités qui expliquent cette situation. Et là, c'est vrai qu'en 1943, c'est vraiment contre le fascisme, contre le nazisme. C'est pas pour devenir français, parce que le décret Crémieux, par exemple, a été abrogé en octobre 40 et il n'est rétabli qu'en octobre 43. Donc tous ceux qui s'engagent en 1943 savent que la nationalité française pour les Juifs, c'est pas, en tout cas, c'est pas leur priorité. C'est plus leur priorité. Et vous parliez justement des archives anglaises que vous avez consultées pour voir le point de vue des Britanniques. Est-ce que, que disent justement les Britanniques de ces Juifs tunisiens qui s'engagent dans les forces françaises libres, si vous avez pu voir certains éléments? En fait, les quelques éléments que j'ai pu voir, d'abord, c'est la surprise de la situation des Juifs tunisiens. Donc, il y a quelques rapports des Anglais qui sont surpris du fait, par exemple, que les Juifs tunisiens n'aient pas accès facilement à la nationalité. Et en fait, surtout, ce qui a été intéressant, c'est les vidéos, les films qui ont été tournés et qui montrent l'accueil dans le sud de la Tunisie par les populations tunisiennes quand arrivent les Anglais. Et il y a des images de Juifs de Tunisie à Kérouan qui accueillent de façon exubérante les Anglais et qui ont tous une étoile jaune. Et en fait, ça confirme, parce qu'à Tunis, l'étoile jaune a été assez peu portée, donc il y a assez peu d'images, mais dans le sud de la Tunisie, elle était imposée, obligatoire, et donc elle était portée. Ça, c'est au moment de l'occupation allemande, entre novembre 42 et mai 43. Donc c'est aussi ça. Bon, après, j'ai pas eu plus de détails et d'informations, mais c'est ce genre d'images qui est très intéressant à voir, qui n'ont pas été tournées évidemment par les Français. D'accord. Et justement, vous l'évoquiez, quels ont été les effets sur ce groupe du statut des Juifs instauré par le régime de Vichy, mais aussi suite à l'occupation allemande? Alors, les effets ont été très durs. Évidemment, on est loin de ce qu'ont vécu les Juifs en Europe. Et d'ailleurs, les Juifs de Tunisie ne cesseront de le dire, qu'ils ont finalement échappé au pire. Mais ils sont bien conscients que quand même, le projet des nazis était la solution finale en Afrique du Nord aussi. Donc ça a commencé par le statut des Juifs qui a été imposé en novembre 1940 par l'amiral Esteva, qui était nommé par Pétain, et signé d'ailleurs par Lebey. Ce statut des Juifs a été signé par Lebey. Et donc en fait le résultat c'est l'exclusion de nombreux métiers, enseignants, journalistes, des quotas dans les métiers d'avocat, de médecin, des quotas dans les écoles. Notamment, par exemple, dans les universités d'Afrique du Nord, il ne fallait pas plus de 3% d'étudiants juifs.
Donc voilà, des discriminations importantes. Et puis lorsque arrivent les nazis, là c'est vraiment le coup de massue, puisque les nazis exigent des travailleurs forcés pour travailler à creuser des tranchées. Et donc il y a des camps de travailleurs forcés qui vont s'installer, qui vont être créés en Tunisie, qui sont très durs, donc des déportations en Tunisie. Et puis les nazis font des rafles. En décembre 1942, il y a une rafle à Tunis qui prend des otages, qui aboutit à la prise d'otages, justement pour pousser les Juifs à faire des listes et proposer des travailleurs forcés. Et puis il y a des pillages, et puis il y a des vols, il y a des viols. Donc il y a énormément de violence pendant 6 mois, les 6 mois d'occupation de l'Axe, et les Français collaborent avec l'Axe. Donc c'est une période extrêmement difficile, et ça motive probablement, d'ailleurs dans les parcours que j'ai retrouvés, il y a une dizaine de parcours où ils ont subi d'abord le camp de travail forcé, et ensuite en 1943 ils s'engagent pour aller combattre en Europe contre le nazisme. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots des cas de violence sexuelle que vous avez repérés ? Alors, il faudrait là-dessus, en fait, moi, c'est vrai que j'ai pas été, c'est pas trop mon sujet. D'ailleurs, moi, je m'intéresse à cette période du statut des Juifs et de l'occupation allemande pour comprendre les motivations de ceux qui partent en 1943. Par contre, je n'ai pas creusé sur les violences faites par les nazis, notamment aux femmes. Et donc, il faudrait que vous alliez vers d'autres ouvrages, notamment des travaux faits par Claude Nataf. Je pourrais vous préciser une bibliographie sur Claude Nataf ou Abid Bol, bibliographie pour que vous creusiez un petit peu les violences pendant l'occupation allemande. Très bien, merci beaucoup. Du coup, est-ce que c'est possible finalement de comparer cette situation des Juifs en Tunisie avec des populations juives d'autres pays comme le Maroc par exemple, puisque vous expliquez qu'ils n'ont pas du tout le même statut, que donc les dynamiques ne sont pas du tout les mêmes? Alors, les spécificités, c'est parce que, donc déjà, les Juifs d'Algérie avaient bénéficié, je le mets entre guillemets parce qu'en fait, ils l'avaient pas vraiment demandé et ça a généré beaucoup de tensions. Donc, mais en tout cas, ils étaient français. Les Juifs de Tunisie en majorité tunisiens, les Juifs du Maroc en majorité marocains, un peu comme les Juifs de Tunisie. La différence entre les Juifs tunisiens et les Juifs marocains, c'est que les Juifs tunisiens ont connu la présence française depuis 1881, comme je le disais, et donc ont eu une francisation sur 2 générations quand arrive la Première Guerre mondiale. Alors que les Juifs du Maroc, on voit arriver la France en 1912, même si il y avait déjà l'Alliance israélite au Maroc et donc il y avait déjà une francisation par cette école, malgré tout, ils sont plus à distance en fait de la France. Et donc en Tunisie, il y a cette première spécificité qui fait qu'il y a des engagés volontaires juifs tunisiens en 1914-18 alors qu'il n'y en a pas au Maroc. Et puisqu'il y a des engagés volontaires juifs tunisiens en 14-18, il y a des anciens combattants pendant l'entre-deux-guerres. Donc là aussi, il y a une spécificité, puisque les anciens combattants sont très militants, ils sont très présents dans les commémorations, comme j'ai déjà dit, ils s'engagent, ils créent des sections locales de la LICA, Ligue internationale contre l'antisémitisme. Ils motivent la jeunesse pour faire des préparations militaires en vue de potentiellement d'autres guerres. Ils développent l'idée d'une fierté du soldat juif. Bref, il y a toute une ambiance qui n'est pas l'ambiance au Maroc. Et ensuite, c'est ça qui favorise sans doute l'engagement volontaire, particulièrement difficile à réaliser en 1939. Alors, il n'y a pas d'études, en tout cas, je ne connais pas d'études sur les engagés volontaires juifs marocains en 1939. Donc, ce serait une étude à faire. Mais il n'y a pas, en tout cas, toute cette histoire précédente. Et puis ensuite, les Juifs de Tunisie subissent le statut des Juifs comme au Maroc et de façon moins grave, sans doute, qu'en Algérie, parce qu'en Algérie, ils ont carrément été déclassés avec l'abrogation du décret Crémieux. Mais la spécificité en Tunisie, c'est à nouveau de connaître l'occupation allemande. Ce que ne connaissent ni les Algériens ni les Marocains. Et donc là, il y a vraiment une envie de combattre qui est sans doute beaucoup plus... Enfin, les Juifs algériens se sont beaucoup engagés, donc voilà. Mais peut-être qu'il y a aussi cette spécificité-là qui fait que là, il y a vraiment une haine du nazisme parce qu'ils savent ce que c'est. Et enfin, dernière chose, c'est que la position géographique de la Tunisie fait qu'ils vont voir arriver par la Libye
les troupes, les FFL, la première division française libre et la deuxième division française libre qui va devenir la deuxième DB. Les Marocains et les Algériens, eux, ont vu arriver les Anglo-Américains et se reconstituer l'armée d'Afrique. Mais l'armée d'Afrique, c'était des officiers vichistes, hein, donc c'est difficile de s'engager dans l'armée d'Afrique quand on est juif. Donc voilà, et donc les Juifs de Tunisie, il y a toutes ces spécificités historiques, géographiques, qui font que quand ils voient arriver les forces françaises libres par le sud, forces françaises libres qui recrutent massivement, hein, ils font des bureaux de recrutement dans toutes les villes, à Kérouan, à Sfax, etc. Eh bien, c'est probablement tout cet ensemble qui explique le record que j'ai pu constater d'engagement de Juifs de Tunisie dans les forces françaises libres. Et justement, puisque vous avez travaillé à hauteur de soldats, si je puis dire, est-ce qu'on perçoit chez les forces françaises libres, un certain antisémitisme? Alors oui, ça m'a surpris. Ça m'a surpris parce qu'une fois de plus, en fait, moi je m'étais tournée sur l'histoire des Juifs au combat, donc le côté très très actif, prenant en main leur destin, combattant et justement luttant contre l'antisémitisme. Et j'ai découvert que vraiment ils butaient à chaque fois sur un certain antisémitisme, même au sein des forces françaises libres. Alors qu'il y a un antisémitisme dans l'armée d'Afrique chez les officiers vichistes, bon évidemment ça malheureusement historiquement ça se comprend. Par contre dans les forces françaises libres, on pourrait se dire qu'ils prennent tout ce qui vient, que c'est fabuleux, que c'est une armée rebelle, voilà. Et en fait, on en retrouve aussi notamment dans les bureaux de recrutement. Albert Memmi le dit lui-même parce que il voulait pas s'engager en 39, mais il veut s'engager en 43. Mais il y a 2-3 témoignages de juifs qui veulent s'engager en 43 et qui font demi-tour, dégoûtés, parce que ils ne réussissent pas à s'engager dans les forces françaises libres. Et les forces françaises libres disent, il faut pas qu'on engage trop de juifs, parce que les juifs veulent tous s'engager. Donc ça, c'est intéressant d'entendre ça. Les juifs veulent tous s'engager dans les forces françaises libres. Après, on va dire qu'on est une armée juive. Donc voilà, donc il y a toujours quand même ces préjugés, cette stigmatisation en fait du juif qui est vu d'abord comme juif avant d'être vu comme un soldat, un homme quoi, qui veut combattre pour ses idées. Donc ça c'est assez, mais Murassiol l'avait dit aussi, Crémieux-Briac aussi, il y a de l'antisémitisme aussi dans les forces françaises. D'accord. Et est-ce que parmi tous les profils que vous avez étudiés, il y a une trajectoire qui vous a particulièrement marqué ou que vous avez pu suivre sur une durée un peu plus longue que les autres ? Bon, en fait, toutes les trajectoires, évidemment, sont passionnantes. C'est vrai qu'il y a certaines trajectoires qui s'arrêtent sans qu'on sache ce qui se passe ensuite. Mais il y en a une, alors c'est quelqu'un qui est très, très complètement disparu des radars de l'histoire. C'est un individu parmi un millier d'autres, mais qui est assez intéressant pour son parcours parce que donc c'est Edmond Hassan, qui est né en 1912 à Sfax. Donc c'est plutôt sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc il est juif tunisien et il est barman. Donc c'est aussi pour vous donner un ordre d'idée, dans la sociologie, il y a beaucoup de boulangers, de bouchers, de barman, d'artisans, de cordonniers, des gens qui sont pas forcément issus de l'élite de juifs de Tunisie. Et donc lui, il fait la démarche d'aller à Narbonne pour s'engager volontairement en 1939. Il a alors 27 ans, donc il n'est pas tout jeune. Il combat au sein du 172e régiment d'infanterie de forteresse, donc il va vraiment combattre en 39-40, et il est fait prisonnier près de Strasbourg, et il se retrouve comme une centaine de combattants de 39-40 que j'ai pu documenter, et il se retrouve dans les fronts de Stalag. Et il ne va pas dans les stalags puisqu'il est tunisien. Les Allemands essayent de classer, ceux qui viennent des colonies, ils sont emprisonnés en France, ceux qui sont français, ils sont emprisonnés en Allemagne. Alors avec les juifs tunisiens de Tunisie, ils ont du mal, mais bon, la plupart se retrouvent dans des fronts de stalag, et Edmond Hassan se trouve dans un front de stalag, donc il s'évade en 1940, et il rejoint la Tunisie. Et arrivé en Tunisie, il découvre le statut des juifs. Donc il subit le statut des juifs, il va subir l'occupation allemande, et il est d'ailleurs dans des camps de travail. Donc il a quand même un parcours très très houleux, et lorsque la libération de la Tunisie arrive, quand la campagne de Tunisie arrive, en avril 43, donc avant même que la Tunisie soit libérée, il s'engage dans les forces françaises libres, et en mai 43, la Tunisie est libérée,
Donc on pourrait se dire, c'est bon, on s'arrête là, ça y est, c'est la paix, je me repose, je retrouve ma famille, etc. Sauf que Edmond Hassan, comme beaucoup des gens que j'ai suivis, s'engage dans la 2e division française libre, 2e DB, il s'entraîne d'abord en Libye, puis en Angleterre. Il débarque en Normandie en août 1944, peu de temps après le débarquement américain et débarquement anglo-américain, et il fait toute la campagne avec la 2e division blindée jusqu'au Rhin. Il va jusqu'à Berchtesgaden. Donc on est dans un parcours très heurté qui montre ce que je disais au début. En fait, c'est cette résilience malgré une France qui se fourvoie, eh bien, on continue à vouloir défendre des idéaux, quoi, et à être prêt à mourir pour des idéaux. Ça, c'est vrai que c'est très impressionnant. Est-ce que vous avez pu rencontrer des vétérans ? Alors des gens qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale en 1943, non, parce qu'en fait ils sont nés dans les années 20. Donc moi, mon travail a fini en 2021. Il n'y avait pas de centenaire. Albert Memmi est décédé à plus de 100 ans, mais je n'ai pas pu le rencontrer. Et donc voilà, j'ai discuté avec des enfants d'anciens combattants. Alors soit ils étaient très au courant de l'histoire de leurs parents, soit ils n'étaient pas tellement au courant, et en fait ils étaient très contents que quelqu'un regroupe, en fait, parce que moi mon travail c'est pas seulement des parcours individuels, c'est de regrouper, et je sais très bien que j'ai oublié du monde, mais de regrouper et de faire des évaluations, trouver un peu des destins communs. Et c'est vrai, pour ces gens-là, remettre le parcours de leur père dans un destin dans une histoire plus générale, ça les intéressait beaucoup. Et ils m'ont beaucoup apporté parce qu'ils permettent de corriger les archives, de compléter les archives. C'est vraiment les archives privées et les témoignages, c'est vraiment quelque chose qui permet d'éviter des grosses erreurs et de se rendre compte justement qu'il y a des gens qui ne sont pas dans les archives, mais qui pourtant, les enfants ont les médailles, ont les preuves, mais ils n'ont pas ouvert de dossier à Vincennes parce qu'ils n'ont pas demandé de carte de combattant, parce qu'ils sont morts juste après la guerre, ou pendant la guerre, et donc ils n'ont pas demandé de pension, donc il n'y a rien. Parfois, il n'y a rien. Et donc, c'est sous-estimer tous les chiffres que je donne. Et après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de décolonisation, mais on pourrait aussi pousser jusqu'à aujourd'hui, quelle est la mémoire, ou peut-être les mémoires de ces soldats juifs de Tunisie ? Alors après la Deuxième Guerre mondiale, c'est vrai que l'histoire est complexe en Tunisie, d'ailleurs comme partout. Mais en fait, ils rentrent en 45-46 en Tunisie, dans une Tunisie qui est déjà en paix depuis 3 ans. Donc en reconstruction, donc il y a un décalage déjà entre ceux qui viennent de combattre pendant 2 ans de plus et les Tunisiens. Ensuite, et donc en fait leur histoire a été très peu écrite. Il y a très peu de témoignages, et comme je vous disais, les enfants parfois sont pas au courant. En fait, ce qui s'est passé, c'est, je ne vous l'apprends pas, 1948, la création de l'État d'Israël, ça a beaucoup tendu les relations entre juifs et musulmans dans le monde arabe, et notamment en Tunisie. Et donc ces tensions ont commencé déjà à mettre dans l'esprit des Juifs de Tunisie l'idée que ça va être difficile de vivre en Tunisie. Bon, le plus difficile, c'est au moment de la décolonisation, lorsque la France quitte la Tunisie en 1956. Là, les Juifs de Tunisie sont un peu mis dans le même sac que les Français, puisqu'ils étaient francophiles. Et donc, les tensions redoublent. Il y a plusieurs crises après 56, notamment en 1961, il y a une crise à Bizerte entre l'armée française et la Tunisie pendant la guerre d'Algérie. Et là, les Juifs sont pris à partie à nouveau. Donc, voilà, les vagues d'émigration se poursuivent. Et puis le pire, ça a été 67 pendant la guerre des 6 jours. Là, il y a eu des violences aussi contre les Juifs de Tunisie. Et donc, c'est fini. Les Juifs de Tunisie ont quasiment tous quitté la Tunisie. Aujourd'hui, il doit rester 1300 Juifs en Tunisie, notamment sur l'île de Djerba. Et en fait, tout ça pour dire que la mémoire a été dispersée. C'est-à-dire que la priorité des anciens combattants n'a pas été... Alors d'abord, ils sont très très déçus par la France. Il y a des discours d'anciens combattants qui expriment une très grande amertume vis-à-vis de la France.
Et donc ils racontent pas. Il y a une fierté évidemment, mais ils racontent pas, ils écrivent pas, ils disent pas à leurs enfants. Ils sont plutôt occupés à gérer la situation et éventuellement à organiser leur émigration. La moitié vont partir vers Israël, la moitié vont partir vers la France. Et ensuite, il y a un nouveau défi qui est de tout recréer en France, en fait. Et donc, écrire son histoire n'est pas... voilà. Il y a en plus la découverte de ce qui s'est passé en Europe pour les Juifs. Et l'idée, en fait, l'impression qu'ont beaucoup de Juifs de Tunisie et dont ils m'ont fait part, c'est qu'ils n'ont pas à se plaindre. Il ne faut pas qu'ils racontent leur histoire. Leur histoire n'est pas intéressante par rapport à la Shoah qui a eu lieu en Europe, mais qui aussi finalement a eu lieu en Tunisie. Et donc, ils n'ont rien à raconter. Donc, il y a une espèce de silence sur cette histoire, sur toute l'histoire des Juifs de Tunisie. Ce silence, maintenant, commence à être levé, puisqu'il y a des ouvrages, des témoignages, mais c'est vraiment relativement récent. C'est les enfants et les petits-enfants qui travaillent dessus, en fait. Donc, une mémoire dispersée. Une histoire qui n'a pas été écrite ou qui commence juste à être écrite. En tout cas, pour les combattants, rien n'avait été écrit. Sur les combattants dans la Première Guerre mondiale, il y avait quand même un article de Philippe Landau qui a travaillé sur les combattants juifs dans la Première Guerre mondiale et qui a fait un petit article sur les juifs de Tunisie. Mais sinon, il n'y avait rien du tout. Donc, une mémoire dispersée, peu d'études. Et donc, voilà. Alors, il reste quand même, comme je vous disais au début de mon intervention, il reste le monument aux morts dans le cimetière du Borgel. Et ça, c'est quand même une trace très intéressante parce que finalement, les combattants musulmans de Tunisie n'ont plus de monument aux morts de Première Guerre mondiale ou Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, ils ont participé, des milliers ont participé aux Première et Deuxième Guerre mondiale. Mais au moment de l'indépendance, il y a une espèce de table rase qui a été faite et les monuments aux morts ont été détruits. Donc finalement, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il reste quand même une trace, un peu plus que pour les musulmans tunisiens qui ont combattu pour la France, il reste une trace des combats des Juifs de Tunisie. Mais il faut la trouver, quoi. Il faut aller dans le cimetière du Borgel à Tunis. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut vous demander si vous avez pour projet de prolonger cette étude, de l'aborder sous d'autres angles, sous d'autres aspects, ou si vous menez d'autres projets de recherche ? Alors j'ai plein d'idées. Maintenant, il va falloir que je trouve le temps. J'ai plein d'idées. D'abord, j'ai le projet. Je suis en train d'éditer ma thèse, qui sera publiée aux éditions de la Sorbonne en 2024, j'espère. En tout cas, le travail est bien avancé. Et puis ensuite, en fait, j'ai pas trouvé tous les dossiers. Et je sais qu'il y a sans doute des endroits où il y a encore des dossiers, surtout des combattants de 39-40, notamment à l'ONAC des Bouches-du-Rhône. Mais c'était des dossiers amiantés. Et il a fallu attendre la fin du désamiantage de ces dossiers. Et donc, j'ai pas pu les exploiter avant la fin de ma thèse. Donc ça, j'aimerais bien aller les voir quand même. Peut-être que je trouverai des choses. Et puis, j'aimerais bien aussi travailler sur les engagés volontaires musulmans dans les forces françaises libres. Je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de travaux faits. Et donc, je voudrais m'intéresser aux combattants de façon générale. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait aussi des musulmans qui s'engageaient dans les forces françaises libres. Et j'aimerais bien comprendre leur motivation. Essayer de faire le même travail. Alors par contre, ils sont plus nombreux. Et là, le travail que j'ai fait avec des cohortes de 400 ou 600, c'est faisable. Même avec un tableau Excel. Évidemment, dès qu'on monte sur des milliers de personnes, ça risque d'être plus compliqué. Donc voilà, des projets, j'en ai. Continuer à travailler sur les Juifs de Tunisie, je le fais. Maintenant, il faut trouver le temps, puisque j'ai retrouvé l'enseignement. Et donc, c'est le temps qui manque. Bien sûr. On comprend bien. Il nous reste à vous remercier pour cet entretien. Oui, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le podcast de Plume de Doctorants, réalisé et présenté par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du laboratoire Estémé. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode.